C'est parfait. Parfait. Donc, allons-y. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, on peut définir des méthodes publiques, get non, set non, mais c'est beaucoup plus intéressant en utilisant ce qu'on appelle des décorateurs ou des annotations, de venir déclarer des propriétés en bonne et due forme. Donc, au lieu de ressembler à un appel de fonction, mais le get non ici et la propriété, donc le getter que j'ai défini ici et la propriété de type setter que j'ai défini ici, voici comment je vais pouvoir m'en servir. Donc, on va print les informations actuelles de notre étudiant et ensuite, on va venir modifier ces informations. Donc, en faisant un E1 point, et regardez, j'ai accès à la propriété maintenant. C'est plus une fonction, donc j'aurais plus besoin de mettre les parenthèses. Donc, c'est une propriété comme en C# ou une propriété comme en Kotlin, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, si j'écris juste comme ça, c'est le getter qui est appelé. C'est cette partie-là qui est appelée. Alors que si je mets un égal et j'y vais par exemple avec, tiens, Julien. Donc, au lieu de Tognier Fernand, il va s'appeler Julien Fernand maintenant. Et ce que je vais faire un print de quoi? Je vais faire un print de E1. Donc, on va reprint toutes les informations et après, on va print tout simplement E1.non. Donc, juste pour prouver que cette syntaxe, donc ce qu'il y a du côté droit du égal, va venir où? Et je me suis trompé tout à l'heure, j'ai parlé de en haut, mais bon, ce qu'il y a du côté droit du égal va passer dans le setter, donc va venir exécuter le code qui est ici, alors que ici, puisque je n'ai pas de égal, c'est le getter qui est appelé par défaut. Donc, si on clear notre fenêtre et qu'on lance, donc, on voit donc la première ligne ici, la ligne 23, excusez-moi, ben, c'est elle qui imprime mes informations d'origine. Ensuite, on change le nom Tognier pour Julien. On réimprime toutes les informations. Donc, on voit bien qu'on a Julien maintenant ici. Et pour prouver le getter, voilà, le getter est juste là. Ça va? Donc, rapidement, jusqu'à présent, on a vu quoi? On a vu comment déclarer une classe. On a vu comment lui donner un constructeur. On a vu comment lui donner des attributs à notre classe et s'assurer que les attributs, on puisse modifier leur accessibilité, donc leur encapsulation, les rendre excusez-moi, soit public, soit private, soit protected. On a vu aussi que le fait de venir déclarer un attribut ici en haut, ben, c'était l'équivalent de le rendre statique. Il appartenait à la classe et non à une instance de la classe. On a vu que le fait de passer le mot-clé self comme premier paramètre à une fonction ou à une routine faisait que c'est une routine qui appartenait à l'objet et non à la classe. Quand on ne passe pas self, c'est une routine qui appartient à la classe. Et d'ailleurs, pendant qu'on est sur ce sujet, je veux faire une petite précision. Donc, tout à l'heure, j'ai fait def et allons-y comme ceci. Def, tiens, test par exemple. Donc, def test et je ne lui passe rien en paramètre. Je vais tout simplement faire un print. Je suis une méthode statique de la classe et tu... Oups, j'ai fait quoi? Pardon. De la classe et tu... Voyons. De la classe et tu... Étudiant. Parfait. Donc, on a vu que cette méthode-là, pour l'appeler, ben, il fallait taper le nom de la classe, point, et là, on voit la fameuse méthode. Donc, si je lance le tout, c'est magnifique, elle se trouve là.
Ça va. Mais une manière plus intéressante de spécifier qu'une méthode est statique et donc n'appartient qu'à la classe, c'est encore une fois d'utiliser les décorateurs ou les annotations, donc à commercial. Et si je me souviens bien, on a, voilà, static méthode, juste ici. Et vous voyez que, regardez, quand j'enlève le static méthode ou le A commercial, mon PyCharm, regardez, il y a du rouge ici. Il va l'exécuter, mais il me dit, il y a un problème, tu es en train d'oublier quelque chose. Il se dit que je fais une erreur présentement, alors que quand sciemment, ça va, je viens de spécifier que je n'ai pas passé self parce que je veux une méthode statique. Voyons. Voilà. Donc, je veux une méthode statique, ben, il comprend ce que j'essaie de faire. Donc, les annotations rendent notre code beaucoup plus clair en réalité. Donc, un point test comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, parfait. Donc, E1.test, on voit qu'il ne s'est rien passé. C'est une méthode statique qui s'appelle test et j'essaie de l'appeler sur un objet. Donc, ça l'ignore, ça ne marche pas. Alors que si je viens faire étudiant ici, point, mon fameux test, donc, et que je lance, ben, à ce niveau-là, on est servi. Donc là, ce que je veux faire, je veux plutôt passer à l'héritage maintenant, parce que je crois que les concepts de base ici, on n'a pas besoin de s'éterniser beaucoup plus longtemps dessus. Constructeur, encapsulation, fonction d'instance, fonction de classe. On a les parallèles ou les équivalents dans les autres langages orientés objets qu'on connaît. Je le dis, mais j'espère que c'est vrai. Encore une fois, on en a discuté hier, je crois. C'est important. Je vous montre ces syntaxes aujourd'hui en Python, mais vous avez fait un cours de PHP orienté objet. C'est important que, par cœur, vous soyez capable de me donner les syntaxes PHP pour l'héritage, le polymorphisme, l'encapsulation. C'est important que vous soyez capable de le faire en Java. C'est important que vous soyez capable de le faire en C#. C'est important que vous soyez capable de le faire en Kotlin. Bref, dans les langages que vous dites maîtriser. Et c'est important que vous soyez capable de le faire en JavaScript aussi et en TypeScript, qui sont les langages qu'on utilise lorsqu'on fait du React, du Angular et du Node. Donc, passons à l'héritage. Donc, je vais me débarrasser de ceci. On n'en a pas besoin, c'était juste pour mon exemple. Et j'ai un étudiant et on va passer de l'étudiant à l'étudiant étranger. Ça va? Donc, ce que je vais faire, donc étudiant qui est mon étudiant local, je vais passer à l'étudiant étranger. Donc, ce que je vais faire pour mon exemple, je vais enlever le pays d'origine d'ici. Donc, je vais enlever le pays d'origine d'ici. Je vais enlever de la même façon le pays d'origine d'ici. Et on avait seulement fait des getters pour le nom et le prénom. Et c'est privé. Ça veut dire que mon enfant, mon étudiant étranger, il va hériter du nom, du prénom et de l'âge, mais il ne sera pas capable de les manipuler parce qu'ils sont privés, ils restent donc coincés au niveau du parent. Donc, ce que je vais faire rapidement, c'est que vous comprendrez que je vais nous créer des getters et des setters pour nos autres attributs, pour prénom et âge. Donc, je vais aller rapidement, juste ici, on va copier ça. Et nom ici, évidemment, ça va devenir prénom. C'est ça. Donc, prénom. Avec prénom. On reçoit évidemment le prénom et prénom. Donc, c'est très, très similaire, encore une fois, à ce qu'on fait en Java, à ce qu'on fait en C#, à ce qu'on a fait en Kotlin dernièrement, en termes de création de
propriété. Et la dernière, c'est l'âge. Oui. L'âge. Donc, l'âge. On va retourner l'âge. Âge. Ah, j'avais oublié ici de modifier pour prénom. Donc, on a nom, nom, on a prénom, prénom. Qu'est-ce qui se passe? Oui, prénom, prénom. On a âge, âge. Et ici, il manquait prénom, voilà. Prénom, prénom, âge, âge, voilà. Donc, âge, âge et âge. Donc, normalement, tout est bien dans le meilleur des mondes. Donc, qu'est-ce qu'il y a? OK, c'est bon. Donc, je vais sauvegarder. Donc, je n'ai plus à spécifier le pays d'origine. Je vais lancer. Qu'est-ce qu'on a fait? As no attribute. Ah, pardon. Donc, parce qu'on a enlevé ceci. Donc, je vais lancer. Parfait, il n'y a pas d'erreur. Donc, j'ai ma classe étudiant. Donc, juste en dessous de ma classe étudiant, si vous permettez, je vais créer ma classe étudiant étranger. Donc, mon étudiant étranger, quelle va être la différence avec l'étudiant? C'est que l'étudiant, ben, par défaut, son pays d'origine, c'est quoi? C'est le Canada. L'étudiant étranger, ben, son pays d'origine, il doit le spécifier. Ça va? Donc, tous les étudiants ont les mêmes getters, ont les mêmes fonctionnalités. On va rajouter une fonction, tiens, la fonction étudier. Mais quand on fait de l'héritage, c'est que nos enfants ont peut-être des attributs supplémentaires ou des fonctions supplémentaires. Donc, je vais commencer par ça. Donc, dans mon parent qui est l'étudiant, je vais créer une méthode que je vais appeler def étudier. Évidemment, elle va recevoir self et elle va recevoir un nombre d'heures. Ça va? Et on va faire quoi? On va ici print la manière d'étudier d'un étudiant standard. Donc, vous connaissez tous mon sarcasme, donc allons-y. Au lieu de faire mes devoirs, je dors. On dort quoi? On dort NB. Oups, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on dort NB heures par jour. Ça va? C'est la méthode standard d'étudier d'un étudiant. Donc, voilà ce que je définis au niveau du parent. Et donc, les enfants vont automatiquement hériter de cette méthode-là. Si je viens ici et je fais E1 point étudier et que je passe par exemple 24 et que je lance, ben, on voit ici que ben, au lieu de faire mes devoirs, je dors 24 heures par jour. Donc, on voit que ben, on est capable de créer des méthodes dans nos classes comme dans n'importe quel autre langage orienté objet. Ce que je vais faire maintenant, donc, je vais créer ma seconde classe. Donc, je me donne un peu d'espace. Classe. Donc, étudiant étranger. Et comment est-ce qu'on fait de l'héritage? Ben, vous savez qu'en Java, c'est le mot-clé extends. En C#, c'est les 2 points. En C++, c'est les 2 points, 2 points. En Kotlin, c'est les 2 points suivis du nom de la classe de laquelle on veut hériter. Eh bien,
en Python, on ouvre les parenthèses ici et on donne le nom de la classe parent, suivi de 2 points. Voilà comment on spécifie le lien d'héritage entre 2 classes en Python. On voit que du Python au Kotlin, au Java, au C#, la syntaxe est différente, mais ce n'est pas si différent que ça. Et quelqu'un peut me dire, en PHP orienté objet, quel est le symbole ou la manière de noter l'héritage entre 2 classes? C'est un dollar, non? Pour l'héritage, c'est... Extend. Extend, encore une fois. Ça va? Donc, on voit que c'est très similaire entre tous ces langages-là. Donc, Mohamed, tu avais la main levée, je crois. Juste une petite question, est-ce que ça existe sur Python de créer un formulaire et puis faire des codes sur Python, non? Oui, comme je l'ai dit au début du cours, je prends du temps ici pour montrer la syntaxe orientée objet parce qu'on va vouloir créer des interfaces usagées. Et pour créer des interfaces usagées, il faut manipuler des boutons, des fenêtres, des combo box, des switches. Et ça, ce sont des objets. Donc oui, on va créer des formulaires. Ça va? Mais pour être capable de les manipuler, il fallait d'abord qu'on comprenne la syntaxe orientée objet, comment faire l'héritage de polymorphisme, créer des classes, etc., etc. Ça va? Donc, ça, ce sera le sujet probablement de la semaine prochaine, d'un des cours de la semaine prochaine. Ok, parfait. Ok. Donc, je donne le nom de ma classe enfant et entre parenthèses, je donne le nom de ma classe parent. Donc, je vais venir maintenant dans la classe enfant définir le constructeur de la classe enfant. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, def, encore une fois, et init self. Et l'enfant, on veut lui donner quoi? On veut lui donner le pays, c'est ça. Donc, je voulais lui donner le pays. Par contre, la première chose que je vais faire à l'intérieur de l'enfant, c'est d'appeler le constructeur du parent, comme dans les autres langages de programmation orientée objet qu'on connaît. En C#, c'était 2 points base pour appeler le constructeur du parent. Voyons, en Kotlin, dans notre constructeur secondaire, on mettait 2 points suivis des paramètres qu'on voulait envoyer aux parents. En Java, c'était super. Et on passait à la fonction super, mais les paramètres qui devaient aller aux parents. En Python, ça va être encore une fois super, suivi de points. Regardez ici, on voit nom, prénom, âge. Donc, super fait référence aux parents et ensuite point init fait référence au constructeur du parent. Donc, je vais faire ceci et je vais passer quoi? Les informations du parent. Donc, excusez-moi, je vais plutôt aller comme ça. J'ai besoin du nom, j'ai besoin du prénom, j'ai besoin de l'âge et je rajoute le pays. Donc, ce qui fait que comme dans les autres langages, c'est un petit lapsus, là, je récupère tout ce que j'ai besoin pour mon parent, plus ce que j'ai besoin à mon niveau à moi. Et ce que j'ai besoin pour mon parent, je l'envoie à mon parent à travers son constructeur. Et ce qui est à mon niveau, ben, je l'utilise à mon niveau. Donc, avec un self.pays. Donc, on vient de créer l'attribut pays dans la classe étudiant étranger égale pays. Ça va? Voilà notre fameux étudiant étranger. Maintenant, cet étudiant étranger, si on lui demande de se décrire, et donc j'ai un étudiant normal ici, donc faisons un peu de ménage. Donc, j'ai un étudiant normal, je vais venir créer un étudiant étranger. Qu'est-ce qui se passe? CTRL-C, CTRL-V. Donc, E2, c'est mon étudiant étranger. Donc, en disant, tiens,
Donc, allons-y comme ceci. Donc, tiens. Donc, allons-y comme ceci. Et allons-y avec un pays, encore une fois, disons CMR. Encore une fois, on va imprimer l'étudiant 2. Donc, si je lance le tout, donc, regardez, donc, les noms sont là, les prénoms sont là, les âges sont là, mais aucun des deux n'a de pays. Pourtant, il y a un pays ici. C'est normal. Pourquoi? Parce que quand on regarde chez mon parent, ben, j'ai implémenté STR. Mais le STR du parent ne traite que des informations du parent. Ça va? Du côté de l'enfant, je n'ai pas STR. Donc, je n'ai pas accès à l'information supplémentaire de l'enfant. Donc, ce que je vais faire, on va permettre à l'enfant de se décrire lui-même. Et ça va nous donner un exemple concret de polymorphisme. Parce que si dans étudiant, j'ai défini STR et que dans enfant, je redéfinis STR, et que dans étudiant étranger, je redéfinis STR, c'est parce que je veux que quand j'appelle un objet de type étudiant étranger, c'est la version STR de l'étudiant étranger qui soit exécutée. Donc, c'est ce qu'on appelle le polymorphisme. Donc, par contre, et encore une fois, pour l'instant, tous mes étudiants, allons ici, point étudier, donc disons 24 heures ou, bon, disons 2 heures, point étudier, 3 heures. Donc, si j'exécute ça, je vois que c'est la même méthode qui est exécutée encore une fois. Ça va 2 heures par jour, 3 heures par jour. Donc, on dit que tous les étudiants étudient de la même manière. Moi, j'aimerais que l'étudiant étranger, pour mon exemple de polymorphisme, c'est la même méthode qui est appelée, mais je veux qu'elle exhibe un comportement différent. Donc, allons-y. On va commencer par STR dans notre étudiant étranger. Remarquez que je n'ai redéfini aucun des getters, aucun des setters. Pourquoi? Parce qu'ils sont publics. Donc, mon étudiant étranger en hérite. Mais je vais venir ici et je vais faire un def underscore str. Et ici, je vais faire ceci. Je vais faire super point str. Donc, j'appelle la version str du parent. Donc, la version str du parent, qu'est-ce qu'elle va faire? Si je remonte, la version str du parent, elle va déjà me retourner toutes ces informations-là. Moi, je vais juste avoir besoin de rajouter quoi? De rajouter le pays. Tout le monde comprend ce qui est en train de se passer? Ça va? Donc, je vais venir ici. Je vais faire un return de ça. Et je vais y rajouter quoi? Je vais y rajouter self.pays tout simplement. Parfait. Indentation, Ah, je n'ai pas respecté mon indentation. OK, on est bon. Donc, maintenant, je vais venir faire ceci. On va imprimer E1 tout simplement et on va imprimer E2 tout simplement. Et ce sera notre exemple de, voilà, notre exemple de, ça a imprimé CMR collé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas formaté. Ouais, donc, on va faire ceci. Donc, F, pays, virgule, pays, pays, 2 points, et comme ceci. Comme ceci, comme ceci, et comme ceci. Ça devrait être bien maintenant.
Voilà. Donc, on voit que c'est la version de étudiant qui est appelée ici, alors que c'est la version de étudiant étranger qui est appelée ici. Ça va? De la même façon, la méthode étudier qu'on a créée au niveau de notre étudiant standard ici, qui dit que au lieu de faire ses devoirs, donc il dort un certain nombre d'heures par jour. Donc, l'étudiant étranger, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre la même méthode. Je vais venir la redéclarer dans mon étudiant étranger, juste ici. Donc, je n'ai pas de mot-clé override ou quoi que ce soit à mettre, mais le fait d'avoir le même nom de méthode dans un enfant fait que automatiquement, ça override la version du parent. Donc, je vais dire ici, au lieu de faire mes devoirs ici, je vais mettre évidemment, c'est sarcastique. Attends. Je l'ai fait avec un décalage horaire d'un certain. Donc, c'est juste pour donner des comportements différents. Donc, si je viens ici et mon étudiant standard point étudier, et on met ici, disons, 18, et mon étudiant étranger point étudier, je vais mettre un 3, je lance, et voilà, je vois que pour l'étudiant standard, j'ai une version de étudier qui a été lancée, alors que pour l'étudiant étranger, j'ai une autre version de étudier qui a été lancée. Ça va? Donc, dans cette petite démo, on a commencé à quoi? On a commencé à 11 heures, si je ne me trompe pas. Il est midi 50, si j'arrondis. Donc, en 2 heures, grosso modo, ben, on vient de couvrir la majorité des concepts orientés objets que vous connaissez déjà. Donc, la déclaration de classe, l'utilisation de constructeurs, l'encapsulation, donc le fait d'utiliser public, private et protected pour donner accès ou non aux enfants ou au monde extérieur à des attributs privés d'une classe par an. On a vu comment déclarer des fonctions et des instances de classe. On a vu comment faire de l'héritage, on a vu comment faire du polymorphisme. Je crois que la seule chose dont je n'ai pas parlé, c'est comment créer une fonction privée. Mais ça, on pourrait le deviner, parce que si créer un attribut privé, c'est avec 2 underscores, et un attribut protected, c'est avec un underscore, ben, une fonction privée, regardez, étudier, là. Si je viens ici et je mets underscore, underscore, parfait, et que j'essaie de lancer cette histoire-là, ben, ça plante. Pourquoi ça plante? Étudiant object has no attribute étudié. Le fait de l'avoir mis underscore, underscore, fait qu'elle est privée, donc elle n'est pas visible du monde extérieur. Ça va? Donc, on vient de couvrir l'essentiel en réalité de l'orienté objet en Python. Évidemment, il manque des choses. On n'a pas parlé des interfaces, par exemple, les différents patrons de conception, disons le MVC, le Observer, le Strategy, les différents patrons de conception qu'on connaît ou qu'on peut implémenter dans les autres langages orientés objets, on va pouvoir aussi les implémenter ici en Python. Donc, ce que j'aimerais que vous fassiez avec ces connaissances nouvellement acquises, c'est qu'au lieu de coder votre système de sécurité en code que j'aime appeler spaghetti, là, donc dans une application linéaire, mais pourquoi ne pas vous créer une classe système de sécurité? Votre classe système de sécurité va contenir 4 zones, donc 4 attributs de type zone, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Par défaut, quand on lance notre application, ces zones, on les met à off,
Ça va, parce qu'elles ne sont pas activées. Le même système de sécurité va avoir un attribut statut qui nous permet d'armer ou de désarmer le système de sécurité. Il va avoir des getters et des setters. On peut même rajouter dans notre classe des messages, ça va? Des messages qui s'affichent dans la console quand telle zone est armée, quand telle zone est désarmée, etc., etc. Donc, ceux qui ont déjà codé leur laboratoire, en fait, tout le code est déjà là, toute la logique est déjà là. Il faut juste la replacer dans des fonctions, dans des attributs et dans des constructeurs. Ça va pour tout le monde. Donc, moi, je stoppe là-dessus ma petite démo d'aujourd'hui sur mon intro à l'orienté objet en Python. Donc, notre prochaine séance, on sera à nouveau à laboratoire. J'aimerais que vos programmes soient relativement avancés et qu'on puisse commencer à les voir fonctionner sur notre Raspberry Pi. Et la période suivante, ben, on retombera encore en mode Théo et non pas labo, où je vais m'appliquer à parler de l'utilisation du module request. Et donc, je vais faire un exemple où je vais récupérer de l'information de mon Raspberry Pi et je vais l'envoyer à travers... tiens, je vais changer, je suis fatigué du PHP. Je vais l'envoyer à travers un script ASP ou Node à une base de données, SQL. Remarquez, vous pourriez l'envoyer à un script Node qui, lui, l'envoie dans une base de données Mongo. Ça marche tout aussi bien, ça va? Et vous avez déjà les compétences pour le faire. Ça va pour tout le monde? C'est clair pour tout le monde? Oui. Donc, les syntaxes que je viens de présenter aujourd'hui, elles ne sont pas compliquées avec le bagage qu'on a déjà, mais j'aimerais qu'elles soient connues par cœur et je vais vous tester dessus. Ça va? Donc, à un laboratoire à venir, je ne vous dis pas la semaine prochaine ou la semaine d'après, je vais me lever puis je vais dire, bon, quiz sur l'orienté objet en PHP, parce que c'est la seule manière apparemment de m'assurer que vous apprenez les syntaxes qu'on présente de semaine en semaine. Sur ce, je stoppe la présentation et je vous souhaite une belle réécoute de ces magnifiques concepts. Mais c'est très important de les réviser parce que si on ne connaît pas cette syntaxe, on va avoir de la difficulté à créer nos interfaces usagers en Python, qui est quelque chose qui est important d'apprendre pour vous permettre d'exploiter au maximum le langage Python. Sur ce, je vous tire ma révérence pour aujourd'hui. Ça va, donc je vais basculer en support s'il y a des questions individuelles sur quoi que ce soit. Ça va pour tout le monde? Parfait, bonne journée. Parfait, bonne journée à tous. Merci. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, au revoir.